Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant d'une famille de molécules qu'on croise absolument tous les jours, des fois sans même s'en rendre compte, les alcools. C'est une super question pour commencer, non? À première vue, on se dit qu'il n'y a aucun rapport entre un verre de vin et le liquide de refroidissement de sa voiture. Et pourtant, si, chimiquement, ils partagent un vrai air de famille. C'est ce lien un peu secret qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bon, alors, allons-y. On commence par les présentations. Avant de comprendre ce que les alcools peuvent faire, il faut d'abord savoir ce qu'ils sont. On va en quelque sorte regarder leur carte d'identité chimique. Et voilà le secret, il est là, sous nos yeux. Tout se joue autour de ce petit groupe d'atomes qu'on appelle le groupe hydroxyle. C'est un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène, le fameux tiret OH, c'est lui la star. Quand ce groupe s'accroche à un atome de carbone, eh bien, bingo, la molécule devient un alcool et hérite de toutes ses propriétés caractéristiques. Mais attention, un alcool n'est pas juste un alcool. Il y a une hiérarchie, une classification en 3 grandes catégories. Tout dépend du carbone qui porte le groupe OH. On l'appelle le carbone fonctionnel. C'est simple. S'il est lié à un seul autre carbone, on dit que l'alcool est primaire. S'il est lié à 2 autres, il est secondaire. Et logiquement, s'il est lié à 3, il est tertiaire. Cette petite différence de structure, on va le voir, elle change absolument tout à leur comportement. Ok, donc maintenant on sait ce que c'est, on sait les reconnaître. La question logique qui suit, c'est mais d'où ils viennent? Comment la nature ou les chimistes s'y prennent-ils pour en fabriquer? Alors la première méthode, c'est un peu la méthode bio, la plus ancienne et la plus connue, la fermentation. C'est grâce à elle que le sucre des raisins se transforme en éthanol dans le vin par exemple. Ce sont des micro-organismes comme les levures qui font tout le boulot en décomposant le sucre. C'est de la chimie 100% naturelle. Et de l'autre côté, on a la méthode des labos, la méthode industrielle. Là, les chimistes prennent ce qu'on appelle un alcène, ils y ajoutent une molécule d'eau, un petit coup de pouce avec un catalyseur et hop, on obtient un alcool. C'est une manière super efficace d'en produire des quantités énormes et de façon très contrôlée. Et comme si c'était pas assez, certaines molécules sont un peu plus complexes. Elles peuvent avoir non pas 1 mais 2 groupes OH, ou même plus. On les appelle des polyols. L'exemple le plus parlant, c'est le glycol. C'est lui l'ingrédient principal de l'antigel. Il a 2 groupes OH, et c'est ça qui lui donne ses super pouvoirs contre le gel. Allez, on passe à l'action. Maintenant qu'on les connaît bien, on va voir ce qu'ils savent faire. Et la réaction la plus importante, la plus emblématique pour les alcools, c'est sans aucun doute l'oxydation. Attention, on parle d'oxydation ménager. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va venir modifier la molécule, la transformer, mais sans la détruire, sans casser sa structure principale, son squelette de carbone. C'est un peu comme un relooking chimique, on change la fonction, mais on garde la base. Et ce qui est génial en chimie, c'est que ce n'est pas de la magie, c'est prévisible. Le résultat de l'oxydation, on peut le connaître à l'avance, et tout dépend de la classe de l'alcool de départ. Un alcool primaire donnera un aldéhyde, un secondaire donnera une cétone, et un tertiaire, eh bien lui, il bougera pas d'un poil, il ne réagit pas, c'est une règle d'or. Regardons de plus près avec un alcool primaire. L'oxydation va lui arracher 2 atomes d'hydrogène, un sur le groupe -OH et l'autre sur le carbone qui le porte. Le résultat, on se retrouve avec une nouvelle fonction, une double liaison entre le carbone et l'oxygène. Ça, c'est la signature de la famille des aldéhydes. Passons au secondaire. Le principe est exactement le même. On lui pique aussi 2 atomes d'hydrogène. Sauf que là, comme le carbone fonctionnel est au milieu de la chaîne, la double liaison carbone-oxygène se retrouve elle aussi coincée au milieu. Et ça donne une cétone. C'est subtil, mais ça change tout. Et alors, nos fameux tertiaires. Pourquoi ils font de la résistance? C'est une question de structure. Pour que l'oxydation ait lieu, il faut pouvoir enlever un hydrogène du carbone fonctionnel. Or, sur un alcool tertiaire, ce carbone est déjà connecté à 3 autres carbones. Il n'a tout simplement pas d'atome d'hydrogène à donner. Pas d'hydrogène, pas de réaction. Il est en quelque sorte blindé. Donc, si on résume, l'oxydation de nos alcools primaires et secondaires vient de nous faire découvrir 2 toutes nouvelles familles de molécules, les aldéhydes et les cétones. Il est temps de faire leur connaissance. Le gros point commun entre ces 2 nouvelles familles, c'est leur groupe fonctionnel. Ils partagent tous les 2 ce qu'on appelle le groupe carbonyle, un carbone avec une double liaison sur un oxygène. C'est leur nouvel emblème, leur nouvelle carte d'identité. Bon, alors comment on les distingue? C'est juste une question de place. Pour un aldéhyde, le groupe carbonyle se trouve toujours au bout de la chaîne carbonée. Pour une cétone, au contraire, il est toujours au milieu de la chaîne, pris en sandwich entre 2 autres groupes. En bout de chaîne ou au milieu, voilà toute la différence. Maintenant, mettons-nous dans la peau d'un chimiste. Il a devant lui 2 flacons, sans étiquette. Il sait qu'il y a un aldéhyde et une cétone, mais lequel est lequel? Pour le savoir, il va devoir jouer les détectives et sortir sa mallette de tests chimiques. L'enquête se déroule en 2 temps. D'abord, on vérifie si on a bien affaire à un carbonyle. Pour ça, on utilise la 2,4-DNPH. Si un précipité jaune-orange apparaît, c'est positif, on sait qu'on a bien un aldéhyde ou une cétone.
Ensuite, deuxième étape, les différencier. Et là, on a des tests qui ne réagissent qu'avec les aldéhydes. Le réactif de Tollens, par exemple, est incroyable. Il va déposer une fine couche d'argent sur les parois du tube, un vrai miroir. La liqueur de Fehling, elle, va donner un précipité rouge brique. L'acétone, pendant ce temps, ne branche pas. Les preuves sont accablantes. Et voici leur rapport final de notre enquête chimique. Ce tableau résume tout parfaitement. Le premier test confirme qu'on a bien des suspects de la famille carbonyle. Et les 3 tests suivants permettent d'identifier formellement l'aldéhyde. L'acétone, elle, est innocentée de toute réactivité dans ces cas-là. L'affaire est classée. C'est assez fou quand on y pense. On est parti d'une question toute simple sur le vin et l'antigel, et on a vu comment la place d'un seul groupe d'atoll, ou même la présence d'un seul hydrogène, peut changer complètement le destin d'une molécule. Ça laisse songeur. Quels autres tout petits changements, à une échelle invisible, sont en train de façonner le monde qui nous entoure? C'est toute la magie de la chimie. Merci d'avoir été là, et à très bientôt.